Hello, hello et bienvenue sur ce nouveau live. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai dit dans le chat, bienvenue pour cette apérotech. On sort les petites pantoufles, on se met bien à l'aise, on sort les cahuètes, un petit verre, bon, sans alcool, parce que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez aujourd'hui, ce qui n'est pas mon cas. Et donc on s'installe bien confortablement, on va passer, les 45 prochaines minutes, ensemble, tranquillement. On va parler tech. J'ai pas mal de choses à vous raconter, cette semaine. Je pensais pas, au début, je m'étais dit: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire?» Puis au final, en creusant, j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Je vais essayer de tenir l'heure. Je sais pas si l'ami, Titi Moby, stream juste après. Donc, je vais essayer de garder mon créneau et de pas trop dépasser, et donc d'arrêter vers 13h. Comme ça, on pourra aller voir, sa chaîne et on va commencer, sans plus attendre. Donc, il y a pas très longtemps, vous avez vu, sur, Twitter, j'ai pas mal communiqué sur ces sujets, ces derniers jours. J'ai été pas mal en conférence ces derniers temps. Ça a commencé déjà par, Tour Tech. Donc c'était Tour Tech il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, il y a 2 semaines. Donc Tour Tech, c'est une conférence tech, qui se passe à Tours, qui est très sympa. Donc ça dure, 2 jours, jeudi, vendredi. Moi, malheureusement, j'ai pas pu y être, pour les 2 jours parce que, entre les cours que je donnais, en école d'ingénieur, les confs et puis, mon boulot, à un moment donné, il faut bien que je bosse aussi un petit peu. Donc je n'y suis allé que le vendredi et nous avons, donné avec, mon co-speaker, de folie, Fabien Trégrand, qui va sûrement passer sur ce live, je pense, aujourd'hui. Donc on a donné notre talk entier, virgule flottante, aux représentations exotiques, parlons d'élégance. En gros, la représentation des nombres dans les ordinateurs. Donc c'est un talk, qu'on a démarré il y a quand même, quelques temps et qui marche bien parce qu'il a été retenu quand même dans pas mal de confs et c'est toujours, un vrai plaisir de voir que les salles sont bien remplies à chaque fois pour venir nous voir alors que bon, c'est un sujet, quand même qui est assez, enfin qui semble assez convenu, mais même si on parle de trucs un petit peu what the fuck, dans le talk, au niveau des nombres. Donc, ça fait toujours plaisir et comme, à Devox l'an dernier, on a fait finalement, 2 sessions. On a fait une première session qui était la session officielle, qui était le vendredi à 11h10 et on a fait une session un peu pirate pour, ceux qui voulaient, voir le talk mais qui ne pouvaient pas le matin. Donc on l'a fait l'après-midi, notamment pour Aurélie Vache, que je salue, qui donnait son talk en même temps que nous. Donc, on a dit aux gens: «Allez voir Aurélie et puis, si vous voulez, vous pourrez venir voir notre talk dans une session pirate l'après-midi». Voilà, ça c'était plutôt sympa. La semaine dernière, c'était tout à fait autre chose puisque j'étais à Snowcamp. J'ai été invité à Snowcamp, pour faire une keynote, donc la keynote du vendredi matin et donc cette fois-ci, je n'ai pas parlé de nombres, j'étais seul et j'ai parlé de rétrocomputing et j'ai fait mon talk «Ressuscitons les ordinateurs», qui est un talk qui parle d'émulation ou comment écrire un émulateur, d'ordinateur, donc dans n'importe quel langage. Et donc faire revivre un petit peu, les machines du passé. Donc c'est un talk qui a priori, enfin qui a pas mal plu parce que, j'ai eu pas mal, enfin déjà c'était une keynote donc il y avait quand même beaucoup de monde dans la salle. La salle était quasiment pleine et j'ai eu de bons feedbacks. Alors j'ai eu quelques feedbacks aussi qui sont assez constructifs je trouve parce qu'effectivement il y a des gens qui se sont dit: «C'est un bon sujet mais qui est peut-être pas, à faire pour une keynote». Oui, c'est possible effectivement. Il y a quelques sujets, parce que là, je parle vraiment de code, je parle de choses un petit peu pointues dans le talk, donc j'essaye de vulgariser ça, le mieux possible. Certaines personnes, effectivement, ont mis que c'était peut-être, parfois, un peu trop complexe. Ça, je l'entends effectivement. C'est un sujet, écrire un émulateur, c'est un sujet technique qui est assez complexe, donc j'essaye de le vulgariser le mieux possible, mais globalement, tous les feedbacks que j'ai eus sur Open Feedback étaient quand même, globalement positifs et j'ai eu pas mal d'échanges avec des gens qui étaient hyper intéressés par le sujet. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment passé un bon moment à Snowcamp. C'était la première fois que je faisais Snowcamp. En plus, ce qui est super, c'est que, dans le bâtiment où se passe la conférence, il y a l'hôtel qui était, le Novotel, donc qui était, juste à côté, donc pas besoin de courir à droite à gauche. Donc en fait, vous sortez de la gare, il y a le bâtiment où se passe la conf, qui s'appelle le World Trade Center. Et dans ce bâtiment, il y a même l'hôtel. Donc franchement, c'était super pratique. On a passé vraiment un super moment. Le dîner des speakers était sympa. Les confs étaient d'un très très bon niveau. Il y avait une bonne ambiance. C'est une conf où il n'y a pas trop de monde, parce que je crois qu'il y avait à peu près pas loin de 600 personnes. Et les organisateurs ont dit que c'est une conf qui resterait à peu près à ce volume-là. Donc ça reste une conf, je dirais, mesurée dans le nombre de personnes.
Pas comme d'autres confs qui sont beaucoup plus grosses comme, Devox ou DevFest Nantes par exemple, où il y a quand même plusieurs milliers de personnes. Donc c'était vraiment sympa et le côté super sympa aussi, c'est que, bah, pour les speakers qui étaient invités, on avait la possibilité de participer à l'Unconférence le samedi et l'Unconférence, qu'est-ce que c'est? Bah, c'était, une journée à la montagne, donc on est parti à Champs-Rousses pour faire, du ski pour ceux qui voulaient et ou des raquettes pour ceux qui ne voulaient pas faire de ski. Donc on a passé vraiment une super journée. Moi, ça faisait 35 ans que j'avais pas skié, j'avais peur d'être le plus souvent par terre que debout, mais au final, je suis tombé qu'une seule fois à cause d'un petit kiosque sur la piste. Mais c'était vraiment sympa, il y a de bonnes sensations, là on a eu une belle journée, enfin c'était vraiment super. Donc je tiens vraiment à remercier les organisateurs de la conf, déjà de m'avoir invité, et on a vraiment passé un super moment, que ce soit en conférence ou à une conférence. Et donc, puisque je parle d'émulation et de rétrocomputing, donc sur ce talk Ressuscitons les ordinosaures, sachez que je vais le donner à Software Crafter Rennes jeudi soir. Donc, c'est un meet-up. Donc, Software Crafter organise un meet-up spécial rétrocomputing jeudi soir. Donc, si vous êtes dans le coin, dans la Bretagne, bah, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez la possibilité, bah, inscrivez-vous. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, sur le replay sur YouTube. Je vous mettrai le lien vers le site Meetup pour pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Donc moi, je vais faire mon talk Ressuscitons les ordinosaures, où j'expliquerai comment écrire un émulateur d'ordinateur. Et ensuite, la deuxième partie, c'est Xavier Moulet qui va montrer comment créer un jeu sur des machines un petit peu antiques, avec très peu de ressources. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est enfin, de son talk. Je crois que c'est un mélange de talk et d'expérimentation où les gens pourront coder, etc. Mais ça a l'air plutôt sympa. Donc, voilà, je pense qu'on va passer une très, très, très bonne soirée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir. Et donc, juste pour finir sur ce talk, donc Ressuscitons les ordinosaures, j'ai eu le plaisir d'avoir été accepté à Devox France donc, au mois d'avril avec ce talk. Donc, c'est super parce que je l'ai posté sur cette conf, n'y croyant pas trop, puisque c'est quand même un talk un peu à part. Comme notre talk à Fabien et moi sur la représentation des nombres l'année dernière, on ne pensait pas être retenu, puis on a été retenu. Donc, dites-vous bien qu'il y a quand même de la place pour des sujets un petit peu à part qui ne sont pas liés spécifiquement au travail de tous les jours, même si dans ce talk précisément, l'écriture d'émulateur m'a amené certaines compétences dans mon métier, notamment dans l'écriture de compilateurs, etc. Et donc j'en parle à la fin du talk pour expliquer qu'est-ce que ça m'a apporté et en quoi ça m'a servi dans mon métier, dans mon vrai métier et non pas dans mon side project. Donc voilà. Donc c'est vraiment chouette. Je pense qu'on va passer un très très bon moment. Et voilà. Ah bah Fabien, tu es là. Salut, salut, salut. Donc on peut en profiter pour faire la pub d'une revue payante, mais pour un article qui passera dans CC BY quelque chose après. Oui, oui, si tu veux, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà pour la partie conférence. Donc en ce moment, l'actualité est pas mal chargée. J'ai encore un sujet que je prépare aussi pour Sunnytech. J'ai soumis un sujet au camping des speakers, donc j'attends la réponse. Il y a aussi Sunnytech où on est deux à poster un sujet, donc on verra, on va bientôt le shooter. Et puis bah voilà. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Allez, sans plus attendre, on va passer aux actualités. L'actualité, bah, j'en parle assez régulièrement, c'est le noyau Linux. Donc le noyau Linux, sachez que la version 6.2 Release Candidate 7 est sortie, c'était hier ou avant-hier. Donc ça veut dire que là on arrive vraiment vers la fin des release candidates. Normalement la version finale Linux 6.2 du noyau devrait sortir d'ici à peu près 2 semaines, à peu près une quinzaine de jours. Il devrait y avoir encore une voire deux release candidates tout au plus. Donc la version 6 du noyau vraiment se mature énormément. Donc après une 6.0, une 6.1 qui a apporté quand même pas mal d'évolutions, etc. La 6.2 vient consolider tout ça avec des nouveaux pilotes, des meilleurs perfs, notamment au niveau de tout ce qui est GPU, etc. etc. Alors bon, je vais pas vous lire la release note, hein, elle est longue comme le bras, comme d'habitude. Il y a pas mal de fixes, pas mal de nouveaux pilotes, des améliorations à droite à gauche. Donc bref. Sachez que cette version devrait arriver, je pense, d'ici une quinzaine de jours.
Ce qui me laisse à penser, je ne sais pas encore, j'en avais parlé déjà de Debian qui normalement devrait bumper sur la version 6.0, sachant que la version 6.0 n'est pas une version avec un support à long terme de mémoire. Donc je ne sais pas, pour la prochaine Debian, la Debian 12 Bookworm qui devrait sortir à mon avis cet été, a priori. Bon, il n'y a pas encore de date, mais s'ils suivent à peu près, si on suit les habitudes, ça devrait être à peu près au niveau de l'été, soit avant, soit un petit peu après. Donc je ne sais pas quelle version du GNU Linux ils embarqueront. Donc on verra bien. En tout cas, sachez que le développement de la version 6 est vraiment assez dynamique et il y a quand même pas mal de choses qui évoluent de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que tu disais? C'est la version du kernel qui retire le support de l'Amiga ou du 486. Oui, c'est possible. Il y a eu pas mal de retraits de vieux codes sur de vieilles architectures. Sur le 486, je croyais que c'était retiré déjà depuis un petit moment, mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. Hey, salut Sylvain. Donc Sylvain, donc GooseDev, que j'ai rencontré physiquement cette fois-ci à Torrentech, donc c'était un vrai plaisir. On n'a pas eu le temps beaucoup d'échanger, mais ça fait toujours super plaisir de pouvoir se rencontrer physiquement dans les confs. Donc pour le sujet suivant, je vais vous parler. Alors j'attendais, je ferme mes petits onglets. Toc. J'ai vu passer ça sur Twitter. Ah bah Thierry, vu que tu es là, salut Thierry, est-ce que tu fais une émission juste après? Parce que je disais, si tu fais une émission, il va falloir que je tienne le timing. Mais hop, évidemment, tu fais une émission? Ok, c'est cool. Bon bah alors du coup, je vais essayer de tenir le timing pour éviter de déborder sur ton créneau. Donc, je disais, on va mettre sur l'écran de gauche. Je voulais vous parler donc de Mansour, Mans.js. Donc c'est quelqu'un, je pense, à aller suivre sur Twitter. C'est quelqu'un qui a un parcours un peu atypique, puisque, enfin, comme beaucoup, il a fait une reconversion. Il a bossé dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique avant. Il en a parlé plusieurs fois sur Twitter. C'est un compte qui est assez intéressant parce que c'est quelqu'un que je trouve qui écrit bien. Il écrit très bien. Je trouve que ses tweets sont bien écrits, que ce soit en termes d'approche, en termes d'orthographe et de grammaire, tout ça, etc. Enfin, c'est plutôt bien écrit. Je trouve qu'il a une bonne vision de ce qu'est la tech. C'est quelqu'un, je trouve, enfin, qui est plutôt accessible, je trouve. Alors, il est quand même suivi aujourd'hui par, je sais pas, au moins 12 000 personnes, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 12 900. Donc, c'est un compte qui a explosé l'an dernier, me semble-t-il. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il a lancé un de ses side projects qui s'appelle Clotop App. J'ai vu ça, il en parlait depuis un petit moment et je crois qu'il l'a vraiment lancé officiellement ce week-end, de ce que je comprends. Et Clotop, qu'est-ce que c'est? C'est une application sur le web qui permet un petit peu d'avoir un point d'entrée unique pour centraliser tous vos profils de réseaux sociaux. Donc globalement, de ce que je comprends, j'ai pas testé, je suis pas encore allé voir, j'ai juste vu ça passer. Je trouve ça pas inintéressant, ça fait une sorte d'annuaire, dans le sens où vous créez un compte, vous créez votre username et votre username va pouvoir associer votre compte Twitter, votre compte, j'en sais rien, LinkedIn ou quoi d'autre, etc., directement avec Clotop. Donc ça fait une sorte d'endroit centralisé pour pouvoir recenser un petit peu vos liens pour tout le monde. Du coup, vous partagez juste le lien Clotop / votre nickname et les gens auront accès à tous vos profils de réseaux sociaux ou autres. Voilà, je trouve ça plutôt assez intéressant. Je vois aussi qu'il essaye d'en faire un business, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voici le bill plan, donc je vous laisserai regarder. Voilà, donc je le mets un petit peu en avant parce que je trouve qu'il en a déjà pas mal parlé sur Twitter et puis c'est quelqu'un qui a l'air plutôt vachement dynamique, alors que ce soit dans son job. Je crois qu'il est installé en Suède, donc c'est un d'expat qui s'est installé en Suède avec sa famille et voilà, il bosse, je sais plus pour quelle boîte. Et il a ce side project sur lequel il travaille depuis un petit moment. Donc voilà, je trouve, allez voir si ça vous intéresse. Ça peut peut-être intéresser certains ou certaines d'entre vous. Et voilà. Donc ensuite, ce week-end a été, j'ai trouvé, entre guillemets, assez agité sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Alors, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une faille sur les hyperviseurs de VMware qui a été activement exploitée.
Donc il y a eu un bulletin d'alerte du CERT enfin, et pas que du CERT, hein. Et je suis d'abord tombé sur le bulletin d'alerte du CERT qui mettait en garde sur l'exécution de code arbitraire sur les hyperviseurs ESXi via le service SLP, Service Location Protocol, donc qui est un service qui tourne en UDP qui permet d'identifier un petit peu sur votre réseau les différents services auxquels vous pouvez avoir accès, impression, tout ça, etc. Et donc, il y a une faille sur les hyperviseurs VMware qui existe depuis très très longtemps, et cette faille d'ailleurs avait été corrigée et comblée depuis 2021, me semble-t-il, mais il faut croire que, d'ailleurs il y a la CVE, hein, ici, je vous la mets ici, CVE 2021, voilà, 2021, 21 974, on va aller la chercher, comme ça, hop, campagne... Alors, voilà. Voilà la CVE. Donc, c'est une vulnérabilité avec un score qui est très proche de 10. Donc, ça veut dire le plus haut niveau possible, puisqu'elle permet l'exécution de code arbitraire à distance. Et apparemment, depuis quelques jours, surtout depuis ce week-end, elle est activement utilisée par certains pirates, justement, pour pouvoir pénétrer dans l'hyperviseur et puis chiffrer des datas et demander évidemment des bitcoins en rançon. Donc ils installent un petit ransomware et du coup il y a pas mal de personnes qui se sont trouvées très très embêtées avec ça. Notamment j'ai vu ce tweet passer ce week-end. Le temps que ça charge, voilà. Donc, Florian Leroy qui postait on rigole avec ESXi, mais j'ai plus de 2000 VM qui sont down. Merci le ransomware VMware Nevada. Alors, donc, effectivement, le ransomware qui est activement déployé actuellement sur les ESXi s'appelle Nevada, mais il y en a d'autres. Il y a aussi ESXi Arcs. En tout cas, il y a plein de ransomware qui commencent à se forquer, à s'installer, donc demander des rançons en chiffrant une partie des datas accessibles sur ces hyperviseurs. Donc, ce que je vois, c'est il y a deux problèmes à ça. Il y a le problème du fait que déjà, il y a beaucoup de SIXI qui sont accessibles sur le net et totalement vulnérables sans règle de firewall précise. Ce qui me troue un peu le derrière, c'est que le port SLP, par exemple, et j'imagine d'autres, est directement accessible sur Internet sans aucune protection. Donc je trouve ça assez ahurissant. Et le problème, c'est que cette faille a été corrigée sur de mémoire. Je dis peut-être des bêtises, vous me corrigerez si je me trompe. Je suis pas spécialiste de SXI, mais a priori, cette faille a été corrigée dans des versions ultérieures de SXI, notamment la version 7. Et en fait, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'endroits où les ESXi ne sont jamais mis à jour, ils ne sont jamais redémarrés, etc. etc. Donc, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Depuis 2021 que cette faille traîne, ben, à un moment donné, il y a des pirates qui ont identifié beaucoup d'hyperviseurs qui étaient accessibles sur le net et vulnérables, et puis ils ont déployé leur petit ransomware tranquillou fifou, et maintenant il y a beaucoup de gens qui se trouvent un petit peu embêtés avec ça. Donc ça pose quand même la question de lorsque vous mettez à disposition des services sur Internet qui tournent sur du VMware, mais il n'y a pas que VMware, c'est aussi Proxmox, c'est aussi d'autres hyperviseurs. La première chose que vous avez à faire, c'est lorsque vous installez votre hyperviseur, protégez-le à minima si vous n'êtes pas sur un réseau vraiment privé, vous êtes en data center mais pas sur un réseau privé, par exemple comme chez OVH, vous louez un dédié sur lequel vous installez VMware, Proxmox ou whatever. Bah évidemment, mettez en place des règles de firewall en disant je bloque tout et j'ouvre juste le port d'administration, par exemple sous Proxmox c'est le port 8006, et uniquement sur une adresse IP dont vous êtes le seul détenteur, par exemple chez vous ou au travail, etc. C'est déjà une des premières choses à faire. Et sinon, si vous avez la possibilité, bah, c'est d'avoir ces hyperviseurs dans un réseau privé et qui sont accessibles uniquement au travers d'un VPN. Et sachant que cet hyperviseur, le mieux, c'est qu'il ne soit pas dans le même sous-réseau ou le même VLAN que les machines invitées. Donc ça a l'air complètement bateau ce que je dis. Ça tombe sous le sens. Alors après, on a vu qu'il y a eu des fights sur Twitter pendant le week-end en disant, bah, il y a toujours les gens qui disent, les rageux, oui, mais c'est bien fait pour vous, vous êtes des gros nazes, patati patata. Ouais, bon, ok, c'est bien, mais ça résout pas le problème. Je pense que les gens qui subissent ça, déjà, c'est pas marrant pour eux, parce que ça fait une perte d'exploitation. Je pense que beaucoup peuvent aussi perdre des clients, notamment ceux qui font de l'hébergement de machines virtuelles ou de services comme ça, etc.,
Lorsque pendant tout un week-end, on a un service qui est totalement down à cause de son fournisseur, bah, on n'est pas super content. Donc, je pense qu'il y a des gens enfin, des entreprises qui vont sûrement perdre quelques clients. Et puis, il faut accompagner les gens. Ça veut dire qu'il faut aussi parler des bonnes pratiques, ce qu'on doit faire, comment le faire, etc. Moi, je vous le dis, je ne suis pas spécialiste de SXI, hein, c'est un soft que j'ai pratiqué un tout petit peu, mais auquel j'adhère pas trop. Bon, déjà d'une part, parce que c'est un logiciel propriétaire, je suis plutôt dans le libre. Mais je trouve qu'en termes d'administration, d'interface, etc., je trouve ça très confus, c'est pas très user-friendly, enfin, je trouve. Enfin, bref. Donc, alors, dans le même ordre d'idées, tu dis poussez pas du Spring Boot Starter Actuator si vous n'êtes pas capable de le refaire entièrement en sachant que chaque chose, en sachant ce que fait chaque chose que vous ajoutez. Oui, bah oui, enfin, c'est toujours pareil. Si vous voulez de l'info sur la situation chez OVH Cloud sur la faille, ouais, donc il y a Thierry, donc qui travaille chez OVH, donc qui nous partage dans le chat le lien. Je prendrai ce lien tout à l'heure, je le mettrai sur le replay. Voilà. Donc, allez voir si vous êtes hébergé, alors que ce soit chez OVH ou ailleurs, et vous êtes hébergé sur un dédié sur lequel vous avez installé ES6i. N'hésitez pas à lire les blogs de votre hébergeur parce qu'ils vont vous dire exactement quoi faire, comment le faire pour vous protéger et pour vous éviter d'avoir de très très mauvaises surprises. Donc là, c'est arrivé sur SXI, ça pourrait arriver sur d'autres hyperviseurs, hein. Là, c'est clairement une faille qui est active, une faille 0-day, exploitable tout de suite, et qui profite du fait qu'il y a des machines qui sont accessibles sur le net sans aucune protection. Là, très clairement, il y a beaucoup de SXI qui sont accessibles directement, sans aucune règle de firewall, a priori, donc exposant des services qui ne devraient pas l'être. Le service SLP, ce n'est pas un service qui a vocation à être exposé sur Internet. Sur un réseau local, oui, mais pas sur Internet. Donc voilà, ça laisse à réfléchir effectivement à comment vous protégez vos machines. Moi, pour ma part, j'utilise énormément Proxmox VE. Mes machines, certaines machines qui sont chez OVH notamment, sont accessibles, mais sont accessibles uniquement avec des règles de firewall qui bloquent tout et qui m'ouvrent uniquement le port d'administration que sur mon adresse IP personnelle et celle de mon travail. Et c'est tout. Voilà, au moins ça limite quand même nettement les risques. Donc il faudra vraiment que le firewall soit défaillant pour qu'il y ait un problème. Après, vous avez d'autres moyens, comme je le disais, hein. Vous pouvez installer un VPN, vous pouvez faire un tunnel SSH aussi. Ça, c'est un peu le VPN du pauvre, j'ai envie de dire. Mais il y a toujours plein de moyens de pouvoir travailler sur votre hyperviseur sans avoir à tout exposer. Voilà, donc je vous parlais, donc il y a eu le malware Nevada. Comme je le disais, il y a aussi VMware U6i et il y a eu un article dans PC Impact là qui est sorti. Donc c'est le même principe, hein, il exploite exactement la même faille et il fait exactement la même chose. Voilà, tous les malwares qui attaquent en ce moment VMware sont tous basés sur la même souche qui existait déjà il y a plusieurs mois et par contre qui exploite activement cette faille. Voilà, donc ça, j'espère que les gens qui sont impactés, notamment les hébergeurs, etc., ont des sauvegardes parce que là, ça doit piquer, hein. Donc, alors, Anne Vue, s'il y avait un minimum de règles firewall pour éviter l'accès SLP de l'extérieur, ça ne sera pas exploitable. Oui, c'est exactement ce que je disais. C'est en fait, par défaut, mettez un firewall, fermez tout et n'ouvrez que ce qui est nécessaire à ouvrir. Voilà. En limitant éventuellement, dans la mesure du possible, à certaines adresses IP ou sous réseau. Voilà. Comme ça limite quand même les risques. Donc, ceci étant fait, donc si vous avez de l'ESXi, que ce soit personnellement ou professionnellement, quand même, allez surveiller, revérifier 10 fois votre conf, faites ce qu'il faut, sinon vous risquez de passer un très 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 mauvais moment. J'en connais quelques-uns qui ont bossé tout le week-end pour pouvoir restaurer des sauvegardes et tout ça. Sujet suivant, pareil, sujet qui revient sans arrêt sur Twitter. Ça part toujours de la fameuse blague on ne met jamais en prod un vendredi soir. Donc, il y a l'ami ManuJS qui a posté un tweet qui était finalement un retweet de l'un de ses tweets. Alors, je vais aller directement sur son tweet original. Il dit « On est samedi 14h30, j'ai tenté une mise en prod hier vendredi à 22h. À votre avis, que s'est-il passé? Sérieusement ?» Donc, quand on lit le thread et quand on lit les réponses, en fait, ce qu'il dit, c'est il essaie de faire passer le message que oui, l'idée qu'on ne met jamais en prod un vendredi soir, c'est n'importe quoi. De toute façon, tout va bien. Si vous avez une CI/CD avec des tests, etc., vous pouvez mettre en prod à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, et puis YOLO, et ça marche. Oui, ça en théorie.
Moi, mon avis, là-dessus, je suis assez tranché, c'est-à-dire, faire la mise en prod, le vendredi soir, puis me barrer en week-end, j'évite parce que du coup, moi, je suis pas serein parce qu'on a beau avoir une CI/CD, qui est top avec plein de tests et cetera. En général, quand il y a un truc qui arrive en prod, c'est toujours pour un truc qui est pas testé parce qu'on ne teste jamais tous les cas. Parfois, il y a des cas limites auxquels on n'a pas pensé, qui sont pas testés. Le fameux truc qui doit jamais arriver, qui arrive, comme par hasard. Et donc, moi, je suis plutôt d'avis que celui ou celle qui met en prod un vendredi soir, bah, ça doit être celui qui est d'astreinte ou qui va s'occuper du problème le week-end ou le vendredi dans la nuit ou le samedi matin, s'il se passe quoi que ce soit. Voilà, donc parce que c'est un peu facile de se dire, on fait tout reposer notre process uniquement sur des outils, on shoot et puis de toute façon, c'est pas moi qui suis d'astreinte ce week-end. Bon, c'est un sujet qui revient assez souvent, le sujet de la mise en prod le vendredi soir. Moi, je pense que de façon générale, je préfère faire une mise en prod qui est programmée le samedi matin dans la journée, etc., plutôt que de faire une mise en prod un vendredi soir à l'arrache, parce que d'une part, le vendredi soir, on a envie de passer une bonne soirée. On n'a pas envie forcément de partir tard. On n'a pas forcément envie de partir tard un vendredi soir parce qu'on veut rentrer chez soi, profiter, aller prendre le petit apéro, blablabla, blablabla. Puis on n'a pas forcément envie d'être dérangé le week-end, donc c'est toujours pénible. Après, effectivement, sauf il y a des gens qui poussent en prod le vendredi soir, c'est pas eux qui sont d'astreinte le week-end. Donc en fait, ils déportent le problème chez les autres. Donc, un de vue, tu dis, ah, j'ai poussé un changement de libellé un vendredi soir. Oui, mais voilà, il y a mise en prod et mise en prod. Si tu pousses un changement de libellé ou que tu pousses le changement d'une couleur d'un CSS, c'est une mise en prod, ok, mais c'est pas ce que j'appelle une mise en prod. Moi, ce que j'appelle réellement mise en prod, c'est si tu pousses réellement des nouvelles fonctionnalités en production, bah, faut vraiment être sûr de ton coup. Et feature flipping ou pas, parce que j'ai vu dans différents commentaires, oui, mais nous on est serein parce qu'on a poussé un truc en prod, mais c'est pas activé parce qu'il y a du feature flipping. Sauf que j'ai déjà vu des cas, ça m'est arrivé dans des précédentes boîtes et des précédents projets, que le feature flipping, en fait, on pousse quand même un changement de code et puis bah, c'était pas forcément bien implémenté. Il y a eu des effets de bord, ce genre de choses, etc. Donc ça nécessite parfois de faire un rollback. Bon. euh, voilà, moi je suis. Enfin là-dessus, voilà, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ils vont YOLO, qui poussent le vendredi soir et vas-y, allez à Jacques Test. Et d'autres qui sont plutôt comme moi, plutôt mesurés en disant bah, faut pousser le vendredi soir, à la rigueur, autant le pousser soit le week-end en journée, comme ça on est frais dispo le samedi matin éventuellement, si on veut le faire tranquillement, puis s'il y a une merde, voilà, on n'a pas déjà une journée de travail derrière soi, on est capable d'avoir la tête froide pour aborder les problèmes et etc. Sachant que souvent, bah, les week-ends, selon votre activité, bah, il y a moins d'activité sur vos services, sur les logiciels que vous développez. Sinon, ça peut parfois aussi attendre le lundi matin à la fraîche. Voilà, ça peut être prévu le vendredi soir et puis le lundi matin, boum, on déploie de façon tout à fait automatique, on active et de toute façon, on débute sa semaine, on est frais et dispo et s'il y a le moins de problèmes, pas besoin d'appeler les gens qui sont d'astreinte. Voilà. Bon, c'est alors, Fabien, tu dis: «Ça dépend de tellement de choses, le niveau de maturité de ta CI/CD, le niveau de disponibilité réellement nécessaire, le coût de l'astreinte». Oui, bah, bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses et beh, en tout cas, faire reposer ce genre de sujet uniquement sur le fait qu'on a une CI/CD robuste, moi, je suis pas trop fan parce qu'en fait, on a beau avoir des tests, on le sait très bien, on ne teste que ce dont on a codé, comme test et ce à quoi on a pensé. Donc, on peut toujours tomber dans un cas limite auquel on n'a jamais pensé. Bah, t'as beau être passé dans une CI/CD ultra robuste, bah, si tu as un trou de spec dans tes tests, tu as un trou de spec. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet qui revient sans arrêt et ça déclenche toujours beaucoup, beaucoup de discussions. Et bah, toujours le week-end, parce qu'il y a toujours le vendredi soir qui dit quelqu'un: «Ah oui, moi j'ai poussé en prod. Ah bah non, mais il faut pas pousser en prod, blablabla, blablabla». Bref, donc moi j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Si vous êtes serein avec ces mises en prod, comme je disais, il y a mise en prod et mise en prod. Tu pousses un libellé, c'est pas un problème. Tu pousses une grosse fonctionnalité, bah, assume le fait que ça peut planter et que tu dois faire un rollback. Mais par contre, de dire que j'ai une super CI/CD, le risque zéro n'existe pas, ouais, faut faire attention avec cette confiance. Enfin, à mon avis. Ça reste que mon avis, hein, et je jette la pierre à personne. Je ne sais pas ce que Manu a poussé en prod. Il était peut-être super serein, bah, tant mieux. Et puis peut-être qu'un jour, il lui arrivera une grosse merde et il passera un très très mauvais moment. Ah, bah, ça c'est la vie, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, voilà. Et
et donc maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet. Je vous avais parlé il y a quelques temps de SniffNet. Je vous affiche ça à l'écran. Hop, je vous en reparle parce que j'ai revu passer le lien, je sais plus où, je sais plus si c'était sur Corben ou quoi d'autre. Donc, je vous avais parlé de SniffNet, qui est un petit outil qui est plutôt sympa. Voilà, donc j'avais posté ça en novembre, le 27 novembre. Donc, c'est un outil qui est écrit en Rust qui permet d'analyser tout ce qui transite sur le réseau de votre machine. Donc, c'est plutôt un outil sympa. Je l'ai exploité assez récemment parce que j'avais pas envie d'installer des gros outils, je dirais un petit peu overkill. Je voulais juste voir ce qui rentrait, ce qui sortait comme paquet, etc. Avoir une interface simple et que je puisse montrer à des personnes qui sont pas forcément, qui sont un peu noobs sur le sujet du réseau. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, je vais aller hop, dans projet, je vais aller dans TMP. Alors, attendez, je vais peut-être zoomer un petit peu parce que je sais pas si vous voyez bien. Alors, SniffNet, on va aller chercher. Hop, je vais juste aller chercher le lien qui est ici. Hop. Voilà, toc, et on va aller cloner le dépôt. Hop, voilà. Git clone. Je vais y arriver. Allez, je clone le dépôt. Donc c'est quelque chose qui est écrit en Rust, donc il est assez robuste, l'outil est plutôt pas mal fait, je trouve. Il donne en tout cas certaines informations qui sont plutôt intéressantes. Alors, voici ls-l. Donc, comme tout projet Rust, bah, vous allez utiliser Cargo. Hop, pour le builder. Donc, Cargo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil de build en Rust qui permet, donc, qui va remplacer en gros dans des langages un peu traditionnels tout ce qui est Makefile, etc. Donc, Cargo permet de builder l'application, de cleaner, de l'installer, d'updater les dépendances, etc., etc. Donc là, vous avez juste à faire un Cargo build. Et c'est parti. Cargo, ce qu'il va faire, il va aller télécharger les différentes dépendances automatiquement. Il va aller compiler ces dépendances si elles ont vocation à être compilées. Là, c'est le cas. Il va télécharger toutes les dépendances, les compiler et tout ça. Puis il va compiler le projet et ensuite on aura accès au projet totalement compilé. Donc le temps que ça build, je reviens là. Donc c'est... Ouais, Envy, tu as raison, hein. Quand je parle de gros paquets, je parle de Wireshark essentiellement. Il y a d'autres outils qui existent, mais Wireshark, c'est un super outil que j'utilise depuis des années. Mais parfois, juste pour voir juste ce qui rentre et ce qui sort de façon un peu synthétique sur ta machine, c'est tout de suite un peu le marteau-pilon pour écraser la mouche parce que tu dois mettre tes filtres comme il faut pour afficher juste comme il faut et pas être pollué par des centaines et des centaines d'informations. Voilà. Donc là, l'avantage finalement de SniffNet, c'est que c'est une sorte de Wireshark un peu light qui va afficher un petit peu de façon assez synthétique ce qui transite dans la machine et donner effectivement les adresses sources, adresses destination, les ports, le nombre de paquets échangés, etc. Mais il n'y a pas besoin, sans avoir le besoin de rentrer dans les paquets en eux-mêmes, comme le fait Wireshark par exemple. Wireshark, c'est vraiment un outil d'analyse réseau très très poussé. Et pour des gens qui sont un peu noobs au niveau réseau sur le sujet, bah, c'est un outil qui fait peur. Et a raison, hein, parce que c'est un outil qui est ultra puissant, mais cette puissance apporte aussi une certaine complexité. Donc SniffNet, je dirais que c'est vraiment un Wireshark Lite et ça permet aux gens de se dire s'ils ont un doute de ce qui rentre, de ce qui sort de leur machine, hop, ils le lancent, ils voient il y a un petit graphe, ils voient une liste des différentes adresses et des ports qui sont échangés, éventuellement la taille des paquets, etc. Et parfois c'est tout ce dont les gens ont besoin. Voilà. Donc on va voir si c'est fini de compiler. Toc, il faut que je revienne sur mon terminal. Ça y est presque, ça y est presque. Encore un tout petit peu de patience et je vais vous montrer ça. Donc en termes de dépendance, là sur ma machine qui est une Linux Mint, j'ai juste dû installer la libpcap-dev et c'est tout. Donc libpcap qui permet, si vous ne savez pas, qui vous permet d'aller directement capturer les paquets sur les interfaces réseau. Donc allez, on y est presque. Et dès que c'est compilé, je vous montre ça.
Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc en termes de dépendance, ça ne demande pas grand-chose. Ça vous demande juste Rust, donc les outils Rust, donc il y a Cargo, tout ça. Si vous êtes sous Linux, en général, un simple apt install Rust ou ce genre de choses, il y a tout qui vient. Si vous voulez les dernières versions de Rust, vous allez sur rustlang.org et puis vous téléchargez le script qui vous permet d'installer la toute dernière version de Rust. Mais je crois que là, il n'y a pas de nécessité d'avoir la toute dernière version forcément. Donc, en tout cas, moi j'utilise le Rust qui vient avec les paquets de Mint qui sont les paquets Ubuntu en fait. Voilà, allez, encore un tout petit effort et on y est presque. Ça, c'est ça de vous faire l'install en live, c'est que ça prend un tout petit peu de temps. Puis en plus, ça prend un peu plus de temps que lorsque j'ai fait mes tests de compile, puisque forcément je suis en train de streamer, la machine est un peu plus utilisée, j'ai envie de dire. Voilà. Et alors, je reviens juste sur le chat pour voir. Voilà. Alors, Titi, tu dis avec l'avantage d'avoir un outil qui est. Alors, attends, merde, mon commentaire est tronqué. Qui est partie intégrante du langage. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, absolument. C'est vrai. Alors, où est-ce qu'on en est? Écran de gauche. Toc. Ça vient, ça vient. Ah là là, il reste 5 minutes avant le live de Thierry. J'espère, Thierry, que tu n'es pas trop pressé le temps que je finisse de vous montrer tout ça. Sinon, le temps que ça finisse de compiler, je voulais vous parler aussi, c'est le dernier sujet de la journée, c'était de Midnight BSD. Midnight BSD, c'est une distribution BSD qui se veut un peu user-friendly, etc. etc. Donc j'ai testé Midnight BSD. Alors pour l'instant, c'est la version 2. Je sais plus combien, 2.6 ou 2.3, je ne sais plus exactement. Donc on peut dire que c'est pas encore super user-friendly pour l'utilisateur lambda. J'ai créé une petite VM tout à l'heure et j'ai fait l'installation. Par contre, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'a priori, il y a la version 3 de Midnight BSD qui va normalement bientôt arriver et qui devrait vraiment rendre ça beaucoup plus user-friendly et beaucoup plus accessible pour un utilisateur lambda. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. En termes de distribution, donc ça reste un BSD. Hein, si vous êtes habitué à FreeBSD ou ce genre de distribution, vous serez un petit peu en terrain inconnu. L'installeur est assez simple à utiliser. Il y a quelques questions à répondre dans l'installeur. Comme votre clavier, votre localisation, créer un utilisateur, ce genre de choses, etc. Ça s'installe relativement vite. Par contre, effectivement, par défaut, l'installeur n'installe qu'un système au début en ligne de commande et au premier boot, il vous demande est-ce que vous voulez installer une interface graphique. Donc vous dites oui, et là ça prend un petit peu de temps parce que les miroirs de Midnight BSD sont un petit peu lents. Et donc, effectivement, le bureau qui est fourni, c'est XFCE, donc qui est un bon bureau utilisateur, mais qui reste assez simple. Donc c'est vraiment dédié à des utilisateurs qui n'ont pas beaucoup de très gros besoins, mais je trouve que pour l'instant, c'est en tout cas dans la version 2.x, c'est pas encore super méga mature. Donc j'attends de voir la version 3. Je vais voir s'il n'y a pas une version bêta, 3 bêta qui est disponible et la tester. Parce que si en termes d'installation, de configuration et d'utilisation, c'est vraiment un petit peu clé en main pour les noobs, etc. Pour celles et ceux qui veulent juste un environnement de bureau pour aller surfer sur le net, sur une machine qui n'est pas forcément une machine récente, une machine un peu modeste, ça peut valoir le coup. Mais bon, pour l'instant, j'ai trouvé que l'expérience en termes d'installation et d'utilisation, ça reste encore un peu limité. Mais bon, c'est un projet qui est à suivre. Je vous le partagerai, parce que là, on va plus avoir trop le temps. Je vous le partagerai dans la liste des liens. N'hésitez pas à le tester sur une VM. Hein. Vous téléchargez l'ISO, vous créez une VM de base, 4 cœurs, 2 ou 3 Go de RAM, quelque chose comme ça. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de ressources. Vous lancez l'installeur et vous verrez. Donc, c'est assez rapide à installer, mais bon, comme je le dis, en termes d'usage, c'est pas encore pour monsieur et madame tout le monde, je trouve. Mais à surveiller la version 3. Et puis, nous verrons. Ah, ça y est, c'est compilé. Voilà. Alors, on va faire point slash. Je sais plus où c'était. Ça doit être src. Alors, je sais plus où c'était. C'était target. Target, debug. Hop. Et il y a sniffnet qui est ici. Donc, on va lancer. On va utiliser sudo parce que l'IPK va demander d'avoir les droits super utilisateurs pour capturer. Et donc, voici
l'interface de SniffNet. Hop, on va l'agrandir ici. Tac. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas cliqué au bon endroit. Alors, attends, hop. Ah, je crois que je suis pas sur la bonne fenêtre. Voilà. Allez, voilà. Donc, voici l'interface de SniffNet. Donc, c'est une interface qui est très très simple. Lorsque vous le lancez, il vous propose les différentes interfaces réseau qui ont été détectées sur la machine. Donc là, j'ai mon adresse wireless, l'interface physique Ethernet, et puis les différentes adresses, les bridges virtuels, le Bluetooth, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal parce que vous pouvez choisir un petit peu les différentes interfaces qui existent sur votre machine. Vous pouvez les aussi filtrer par protocole, dire quels sont juste les protocoles que vous voulez voir. Donc là, vous avez une combo box et vous choisissez juste le protocole HTTP, HTTPS, DHCP, etc., etc. La version de l'IP, IPv4, IPv6 ou les deux, TCP/UDP ou les deux. Hop. Donc par défaut, je vais mettre juste donc la partie, je vais sniffer ce qui passe par mon interface réseau Ethernet et tous les protocoles et on lance. Il lance l'adaptateur, il se plug dessus et ensuite simplement il nous affiche un graphique avec ce qui rentre, ce qui sort et une liste en dessous avec les différents types de paquets avec donc l'adresse source, l'adresse de destination, le port source, port de destination, quel type de layer, donc TCP, UDP, etc., etc., le nombre de paquets échangés et le nombre d'octets. Donc après on peut trier par défaut, soit par les paquets les plus récents, ou ce qui échange le plus de paquets, ou ce qui échange le plus d'octets. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, en termes d'outils, parce que ça permet à des gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'analyse, la capture réseau, d'avoir une sorte de Wireshark très très light, mais qui donne quand même déjà des informations qui sont assez intéressantes. Et donc en haut à droite, là, vous voyez, il nous montre est-ce qu'on a des filtres actifs ou pas. Par exemple, si tout à l'heure on avait choisi HTTP, HTTPS, DNS, etc. Les paquets qui sont filtrés et différentes statistiques sur ce qui rentre et sur ce qui sort par protocole applicatif. Donc ça, c'est quand même pas mal. Une fois que vous avez fini votre capture, vous pouvez ouvrir, il y a même un mode sombre et un mode clair. Ça aussi, ça, c'est les petits refinements comme sur le web qu'on aime bien. On peut choisir mode sombre, mode clair, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez ouvrir ici le rapport directement qui a un fichier texte que vous allez récupérer et donc qui vous génère un tableau directement que vous pouvez récupérer et ensuite vous pouvez faire du traitement de texte dessus, l'injecter dans un tableur, ce genre de choses. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter ça parce que je vous en avais parlé, je l'ai utilisé donc il n'y a pas longtemps parce que je l'ai conseillé à quelqu'un, je lui ai montré, ça lui a fait tout de suite moins peur que des outils tels que Wireshark ou TCP/Dump. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil si vous êtes sous Linux. Donc vous avez vu, c'est assez facile à installer. Si vous êtes sous d'autres OS, ça doit se compiler à peu près de la même manière et de façon si simple. Je pense que sous Mac, ça doit être sans problème non plus. Sous Windows, je sais pas, il faut peut-être installer la libpcap en plus. Je sais pas, ça c'est à vérifier. Moi, j'ai pas de Windows, donc je peux pas trop vous dire là-dessus. Mais voilà. Donc, si vous avez envie donc d'analyser un petit peu ce qui transite sur votre réseau, n'hésitez pas à aller voir du côté de SniffNet. C'est un petit outil qui est vraiment plutôt sympathique, ultra facile à installer, ultra facile à utiliser. Je pense que dans des cas où on est un petit peu en stress parce qu'on a un doute sur sa machine, on ne sait pas trop ce qui rentre, ce qui sort, etc., qu'on va aller vite, pof, vous lancez l'outil, vous avez tout de suite une première réponse qui vous permet d'avancer et de voir un petit peu ce qui se passe sur votre machine. Voilà, voilà, voilà. Donc, Thierry, il adore ce look, ouais, ça m'étonne pas. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé de tout, donc de SniffNet, de Midnight BSD. Donc je ne vous fais pas la démo parce que là on a déjà un petit peu dépassé le temps. On va aller basculer chez l'ami Titi. On va garder nos charentaises. On va recharger le petit bol de cacahuètes et puis on va passer chez l'ami Thierry. Est-ce que tu es prêt, Thierry, à nous accueillir chez toi? Dis-moi tout. Alors? Je ne sais pas s'il est encore là. Peut-être qu'il est déjà en train de préparer son live. Donc, bon, en tout cas, on va aller basculer. On va aller faire un petit raid chez l'ami Thierry, si ça vous en dit. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel apérotech. Et puis, bah, je vous dis bye bye. Alors, on va essayer de faire en live le raid. Allez,
va voir si je suis toujours bon. Titi Mobi, hop, c'est parti. Le raid a été créé. Ah, on va y aller bientôt. Donc, on bascule chez l'ami Thierry et je vous dis ciao, ciao, bye bye. Allez, c'est parti.